Et dire qu'il y a des gens qui vivent très bien sans comprendre comment appliquer la propriété de Borel-Lebesgue dans R puissance n, je t'explique ça tout de suite. Déjà, que dit le théorème de Borel-Lebesgue? Il te dit qu'un ensemble compact dans Rn, qui est donc selon la caractérisation la plus fréquente que l'on voit, est un fermé borné, et aussi un compact au sens suivant, c'est-à-dire qu'il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue. De tout recouvrement de A par des ouverts de Rn peut extraire un sous-recouvrement fini. Autrement dit, tout ensemble qui vérifie cette propriété, qui, dès qu'il est recouvert par un ensemble d'ouverts, peut être recouvert par une quantité finie de ces ouverts à chaque fois, pour chaque recouvrement, eh bien un tel ensemble est compact. C'est une propriété grave badass puisqu'elle se généralise à des espaces topologiques abstraits, et c'est pour ça que dans le cadre des espaces topologiques, c'est ça qui fait office de définition d'un ensemble compact. On ajoute bien sûr l'hypothèse de séparation. Mais on peut montrer que dans le cas de Rn, où les compacts sont souvent définis comme étant les fermés bornés, on a aussi cette définition-là équivalente. Mais comment utiliser cette caractérisation de la compacité, me diras-tu? Bien, l'idée, c'est de dire que si j'ai un ensemble X que je sais être compact, qui est inclus dans une union d'ouverts AI, bien je sais que X est simplement inclus dans une union finie de certains de ces ouverts. L'idée, ça va être de prendre des ouverts spécifiques qui vérifient une propriété intéressante, et de conclure grâce à la propriété de Borel-Lebesgue qu'on a juste besoin d'un nombre fini de ces ouverts pour couvrir l'ensemble X. Si par exemple on veut que les éléments de X vérifient une certaine propriété et que cette propriété nous permet de construire l'ensemble AI, et qu'on garantit que X est inclus dans une union d'ouverts AI, bien la compacité nous garantit que X est inclus dans une union finie. Mais j'ai compris, tu veux un exemple pratique. Pour montrer que cette caractérisation permet de démontrer très facilement le théorème de Hein qui dit que toute application continue d'un espace métrique compact dans un espace métrique quelconque est uniformément continue. Ici, vous pouvez remplacer par fermé borné si vous voulez, et à valeur dans R ou dans C, muni donc de la métrique usuelle pour ceux qui savent ce que c'est. Voici la version dans R. Toute application continue d'un segment AB dans R est uniformément continue. Pour rappel, la définition epsilonique de l'uniforme continuité, c'est ça. Pour tout epsilon strictement positif, il existe un état tel que pour tout xy dans l'ensemble, notez ici que l'état fonctionne pour tout xy dans l'ensemble, tel que la distance entre x et y inférieure à état implique que la distance entre f de x et f de y est inférieure à epsilon. J'ai réécrit ici la définition epsilonique adaptée au cas des fonctions réelles, donc avec la valeur absolue. Et je rappelle également la définition epsilonique de la continuité en y, parce que la continuité se définit en un point. Donc pour tout y dans l'intervalle AB, dire que la fonction est continue en y, c'est dire que pour tout epsilon strictement positif, il existe un état, tel que pour tout x dans AB, si x est proche de y à état près, autrement dit si la valeur absolue de x moins y est inférieure à état, alors on est que f de x moins f de y est inférieur à epsilon. Mais vous voyez ici, ce état, il dépend de epsilon certes, mais aussi de y. Ici, notre état ne dépend que de epsilon, parce que le état fonctionne pour tout xy là-dedans. Et nous, on veut démontrer que cette propriété-là, qui a l'air beaucoup plus faible, implique en fait celle-ci beaucoup plus forte, où je sais trouver un état qui est de bien meilleure qualité que le état ici. Soit donc à epsilon strictement positif quelconque. Alors je vais appliquer la définition de la continuité, mais pour epsilon sur 2. Donc je sais que pour epsilon sur 2, par définition de la continuité, il existe un état tel que j'ai ceci, avec, du coup, cette inégalité-là. Et donc j'ai recopié l'application de la définition de la limite ici en y, et on obtient qu'on est inférieur à epsilon sur 2. Le epsilon sur 2 va s'expliquer juste après, t'inquiète pas. Note qu'ici le état dépend de y, parce qu'on est en train d'appliquer la continuité en y. Eh bien je vais simplement considérer cet intervalle, et je vais prendre état y sur 2. Pareil, un petit peu après, ça va s'expliquer, il faut avoir vu la fin de la démonstration pour pouvoir ajuster, mais si on ne l'a pas du premier coup, il suffit de revenir derrière pour faire ce qu'il faut. Et je vais considérer l'union de tous ces ouverts, parce que oui, ce sont des ouverts, c'est un intervalle ouvert, sur tous les y de l'intervalle AB, et j'affirme que l'intervalle fermé borné AB est inclus dans cette union. Bah oui, puisque je prends tous les y dans AB de cette union, et cet intervalle y en particulier appartient à cet intervalle ouvert, et je prends l'union sur tous les y de AB. Donc j'ai bien tous les y de AB qui sont dans cette union, et donc en particulier j'ai bien que cet intervalle est inclus dans cette union. Et le souci ici, c'est que j'ai une infinité d'intervalles dans cette union, et donc que j'ai une infinité de états. Et vu qu'on ne sait pas comment se comporte cet ensemble infini de états, on ne peut pas garantir d'en trouver un qui va satisfaire la condition qu'il faut. Mais comme je sais que l'intervalle AB fermé est un compact, et donc est compact au sens de Borel-Lebesgue, et que je viens de montrer que ce compact est recouvert par une union d'ouverts, je peux appliquer le théorème de Borel-Lebesgue qui me dit qu'en fait, cet ensemble compact-là, au sens de Borel-Lebesgue, est recouvert par une union finie de ces ouverts-là. Et donc l'application du théorème de Borel-Lebesgue nous donne que l'intervalle fermé borné AB est inclus dans cette union pour i variant de 1 à n.
Oui, j'ai numéroté les y et les états. Et mon état, celui qui va tout changer, ça va être celui que je vais poser comme étant le minimum des états i sur 2. Vu que les états i sont tous strictement positifs et en quantité finie, eh bien je sais que ce minimum état est bien un nombre strictement positif, ce qui n'était pas garanti quand j'en avais une infinité. J'aurais pas pu prendre le minimum des états y sur 2 tout à l'heure parce que justement je ne pourrais pas garantir que ce minimum n'est pas égal à 0. Or il me faudrait un minimum strictement positif. Je vais donc montrer la propriété que pour tout epsilon strictement positif, je me le suis fixé au début de la démo, j'ai un état, donc je l'ai trouvé, tel que pour tout x, y dans AB, on ait cette propriété-là. Soit donc x, y dans l'intervalle AB tel que la valeur absolue de x moins y est inférieure stricte à état. On a que y appartient à cet ensemble-là, et donc du coup il appartient à cette union, et donc il y a un indice que je vais appeler j, pour lequel y appartient à cet intervalle. Autrement dit, on a ceci. Valeur absolue de y moins yj est inférieure à état j sur 2. Je vais considérer valeur absolue de x moins yj, parce qu'a priori on n'a pas de contrôle sur ça, mais vous allez voir qu'on peut s'en sortir. D'après l'inégalité triangulaire, c'est inférieur ou égal à la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y moins yj. Mais on a que la valeur absolue de x moins y est inférieure à état, c'est comme ça qu'on a pris x et y pour commencer notre raisonnement, et que la valeur absolue de y moins yj est inférieure à état j sur 2, puisque pour rappel, y était dans un de ces intervalles, et on a appelé yj le centre de cet intervalle en question. Et donc on a que la valeur absolue de x moins yj qui est inférieure à ça est en fait strictement inférieure à état plus état j sur 2. Mais état, c'est le minimum des états i sur 2. Ça veut donc dire en particulier que état est plus petit que état j sur 2, puisque état j c'est l'une des valeurs parmi lesquelles on prend le minimum état. Et donc ceci c'est inférieur ou égal à état j sur 2 plus état j sur 2. On obtient donc finalement que la valeur absolue de x moins yj est inférieure stricte à état j. Oui, mais d'après la continuité de la fonction en yj, ça m'implique que la valeur absolue de f de x moins f de yj est inférieure ou égale à epsilon sur 2. Oui, rappelez-vous, c'était epsilon sur 2 que j'avais pris au début, ici. Donc je récapitule le raisonnement, on a que si x et y sont dans l'intervalle AB et vérifier qu'ils sont inférieurs à état, ça implique, si on considère l'intervalle dans lequel est y, que valeur absolue de x moins yj est inférieure à état j, et donc que f de x moins f de yj est inférieur strict à epsilon sur 2. Eh bien, on va pouvoir passer à f de x moins f de y, puisque c'est ça qu'on veut. Et donc, j'ai que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale, d'après l'inégalité triangulaire et en introduisant f de yj, à la valeur absolue de f de x moins f de yj, plus la valeur absolue de f de yi moins f de y. Mais ceci, c'est inférieur à epsilon sur 2, d'après ce qu'on a vu juste avant. Et ceci aussi, c'est inférieur à epsilon sur 2, puisque y est dans l'intervalle centré en yi. J'obtiens donc finalement que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure stricte à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, soit epsilon CQFD. J'ai donc bien montré que pour tout epsilon strictement positif, il existe un état tel que pour tout x, y vérifiant que la valeur absolue de la différence entre x et y est inférieure à état, vérifie que f de x moins f de y en valeur absolue est inférieur à epsilon. Ce qui est exactement la définition de l'uniforme continuité. Check. Ce qui est exactement la définition de l'uniforme continuité. Check. Donc les L3, notez bien cette stratégie pour utiliser à bon escient le critère de compacité au sens de Borel-Lebesgue, en choisissant judicieusement vos ouverts pour en avoir un recouvrement fini qui vous permet de démontrer ce que vous voulez. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair. La bise!